je suis Anne-Eva Libert. Je participe aujourd'hui à ce webinaire par cette petite vidéo proposée par Alexandra à l'initiative de ce webinaire sur la pérédance. Donc moi je suis Anne-Eva, je suis médecin psychiatre à l'hôpital Saint-Jacques à Nantes. Là je suis dans le parc de Saint-Jacques. Du coup je suis psychiatre, j'ai fait des études de médecine et puis je me suis spécialisée en psychiatrie. Je travaille au CRESERC, un centre de réhabilitation psychosociale qui est intersectoriel à Nantes. Je travaille avec 2 pères aidantes professionnelles dans cette unité et également plusieurs pères aidantes bénévoles, notamment sur les groupes d'éducation thérapeutique. J'ai fait aussi un diplôme de sexologie et puis je fais une formation d'hypnothérapie en ce moment. J'aime aussi beaucoup passer du temps avec mon chien et faire du vélo et les concerts de rock, mais il y en a un petit peu moins en ce moment. J'avais envie de vous raconter le fait que j'avais rencontré la pérédance via un stage d'interne avec Marion Hospitalier qui était médecin de l'hôpital de jour pour jeunes adultes. Là où j'avais rencontré Alexandra aussi d'ailleurs. Et en fait, il y avait un projet dans l'autre unité où travaillait Marion Hospitalier, donc le CRESERC, d'embaucher une père aidante professionnelle. Moi, quand j'ai entendu parler de ça, je me suis dit « Ah, mais c'est génial !» Je sais pas vraiment dire précisément pourquoi, en fait. Sur le moment, j'ai trouvé ça génial. Je pense que ça touchait à l'humain. Je sais pas, un truc qui paraissait presque un peu évident. Que travailler avec quelqu'un qui est concerné par les troubles, ça pouvait que améliorer les soins. Ça a animé quelque chose de très joyeux et qui me donnait beaucoup d'envie. Je pense que ça pouvait peut-être toucher aussi à quelque chose de personnel. Je pense on peut être pas mal de gens à être concernés par les troubles psy en fin de compte dans la population, moi notamment dans ma famille, des personnes qui ont des diagnostics de troubles bipolaires. Et en fait j'ai toujours perçu une forme de tabou, même aujourd'hui, probablement lié à la stigmatisation, je pense, autour des troubles psy. Et pour moi, le tabou, la difficulté de parler, des troubles, de reconnaître leur existence aussi, pour moi, j'ai vraiment vu ça dans ma famille, ça a été vraiment un vrai frein à l'accès aux soins. Et aussi même juste au soutien en fait, entre membres d'une même famille, par exemple. De pouvoir, je sais pas, quelque chose de l'ordre de l'adaptation aux besoins de la personne, si c'est pas dit, ça peut pas s'installer chez les proches. Donc comme un truc qui, pour moi, où il y aurait des choses qui pourraient évoluer au sein de la société sur le regard qu'on porte sur les troubles psy. Et puis dans une échelle plus proche dans mon travail en tant que psychiatre et puis aussi ça se trouve avec une répercussion sur mes proches un jour. Et puis à ce moment-là il fallait que je fasse une thèse en 2017 pour la fin de mon internat. Et donc j'ai sauté sur l'occasion qui se présentait de ce projet de père aidance au CRESERC. J'ai souhaité déjà regarder un peu ce que c'était la pérédance parce qu'à ce moment-là on n'en entendait pas beaucoup parler du tout. Et j'ai un peu fait un état des lieux de ce que j'ai retrouvé comme document à ce moment-là. Et puis je me suis posé la question où ils en sont en fait mes collègues psychiatres, infirmières quant à la pérédance, quant à l'intégration d'une personne concernée par les troubles dans leur dignité, en imaginant que ça pourrait être quelqu'un qui aurait un rôle professionnel. Je me demandais vraiment à ce moment-là, est-ce qu'on en était très loin ou est-ce que
il y avait potentiellement de l'enthousiasme sur ces projets-là, où j'ai réuni sur des groupes des psychiatres et puis des infirmières en psychiatrie du CHU de Nantes. Et puis voilà, j'aurais proposé de discuter autour de la pérédance. Globalement, alors il y avait peut-être un biais parce que c'était que des gens qui sont montrés volontaires pour le focus group, hein, ils n'ont pas été tirés au sort, mais en tout cas il y avait un enthousiasme réel par rapport à la pérédance. Et puis il y avait des freins aussi qui étaient soulevés, surtout par rapport à l'organisation des soins, les habitudes en fait de soins, et comment s'adapter à l'arrivée d'une personne avec un nouveau statut, une nouvelle profession qu'on ne connaît pas encore et qui a certaines particularités, parfois nourries par l'imaginaire justement, ce que la société et même les soignants peuvent avoir comme forme de préjugés sur des personnes qui ont des troubles psy, et à la fois aussi simplement sur comment on fait pour intégrer quelqu'un avec une nouvelle posture, quoi. Lors de ces groupes d'échange, il ressortait aussi vraiment tout l'intérêt que peut apporter la présence d'un père aidant, d'une père aidante dans une unité d'hospitalisation. Notamment sur l'espoir que ça peut apporter aux personnes concernées par les troubles, la déstigmatisation, l'identification particulière des personnes accompagnées aux pères aidants, aux pères aidantes, qui permettent une autre forme de communication que celle avec les soignants et soignantes. Vraiment l'idée que les personnes... Que le soin en fait soit le plus proche possible de ce dont ont besoin les personnes soignées. Ce qui ressortait beaucoup ici, ça pourrait être le côté rassurant. Certains collègues parlaient de la période de crise où tout peut être étranger, et où le fait de parler avec quelqu'un qui a connu ce genre de vécu, qui a traversé un épisode proche, pouvait avoir un côté aussi très, très rassurant. Il y avait plein d'autres choses qui ressortaient, qui sont présentes dans ma thèse si vous souhaitez la lire. Et puis il y a aussi ce qui ressortait beaucoup, c'était l'idée de la complémentarité. J'ai trouvé ça super intéressant. Que en fin de compte, c'était pas le savoir clinique versus le savoir expérientiel, c'était les deux ensemble. Alors après, la question c'était de savoir comment faire fonctionner justement les deux ensemble, vu que c'est pas encore l'habitude des unités. En tout cas, c'était vraiment reconnu comme tel par les collègues interviewés. L'idée que ce sont des savoirs qui sont différents. Le fait d'avoir vécu un trouble, d'avoir traversé un processus de rétablissement, du coup le lien à la personne qui vit un épisode psychique, c'est forcément pas le même. Et il y a une complémentarité des savoirs biomédicaux et des savoirs d'expérience. Et puis, ce qui ressortait aussi beaucoup lors de ces groupes, c'était comment on fait justement pour intégrer un père aidant ou une père aidante dans une unité. Et il ressortait beaucoup l'idée de la préparation des équipes, aussi de savoir quels étaient les besoins éventuellement de l'équipe, et pour que l'arrivée d'un père aidant ou d'une père aidante puisse y répondre. Aussi beaucoup de l'idée que le poste se fasse aussi en fonction de la personne et de ses spécificités. Donc vraiment l'idée de la préparation, de juste savoir ce que c'est un père aidant. Ça paraît difficile d'accueillir un père aidant ou une père aidante dans une unité si on ne sait même pas que ça existe, par exemple. Ça me fait penser justement à une amie, c'était une amie de la fac de médecine, qui est psychiatre aussi aujourd'hui dans une autre ville,
qui me parlait de son expérience, qui a une père aidante dans son unité. Elle est dans une unité de crise, unité fermée. Et donc il y a une père aidante qui est là depuis quelques semaines, quelques mois. Et en fait, mon amie, elle savait même pas qu'il y avait une père aidante qui allait arriver. Ils ont mis plusieurs jours, voire semaines, à comprendre que c'est la personne qui était là aux réunions et dans le service était une père aidante. Donc ça n'a pas du tout été construit au sein du poste, quoi, au sein de la structure. Et puis elle disait qu'il y avait même peut-être des situations potentiellement à risque. Parce que la père aidante voyait parfois des personnes seules, alors que peut-être que la vie médicale aurait permis de savoir que c'était peut-être pas le bon moment, peut-être un petit peu risqué qu'elle y aille toute seule du fait de risque de troubles du comportement, des choses comme ça. Voilà, donc j'étais assez atterrée de voir qu'il y avait encore des intégrations de père aidante qui se faisaient comme ça. Enfin encore, je sais pas s'il y en a eu beaucoup des comme ça, mais en tout cas je suis un peu surprise parce que en gros quand on regarde un peu c'est quoi les risques ou c'est quoi les complications, les freins de l'intégration d'un père aidant ou d'une père aidante, c'est vraiment le fait que l'unité soit pas préparée. Donc ouais, voilà, ça me semble assez dommage en fait, parce que je pense que ça peut à la fois nourrir des incompréhensions ou des expériences mauvaises pour la structure et donc peut-être forger une opinion plutôt négative sur la père aidance pour les soignants. Et puis pour la père aidante, c'est à mon avis pas une situation qui lui permet de pouvoir faire son travail en fait. Donc voilà, l'idée c'est ce qui ressortait en tout cas du groupe avec les collègues, c'était le besoin de préparation, et c'est aussi ce qui ressort dans toutes les recommandations des expériences qu'il y a eu aux États-Unis, en France, dans d'autres pays. C'est vraiment la préparation et la collaboration entre l'équipe et la personne, la père aidante ou le père aidant pour créer le poste. Ça me fait penser aussi à une père aidante avec qui je suis en contact, qui a été en stage là récemment dans une unité, et je me disais que tout simplement c'était pas rien que le stage d'observation est déjà à préparer en fait, déjà pas simple, parce que quand la personne arrive en stage, il n'y a pas de référent de père aidant. Enfin, en tout cas, dans cette unité, pas encore de père aidant ou de père aidante. Et du coup, quand la père aidante stagiaire arrive dans l'unité, elle ne sait pas qui va lui montrer l'unité, qui va lui dire où poser ses affaires, qui est un peu référent en fait de son stage. Donc ça, c'est peut-être les enjeux qu'il y a maintenant. Et si plus tard il y a plus de père aidants, père aidantes, du coup ce sera peut-être moins une problématique. Je vois que dans l'unité du Crézerc, il y a d'abord eu ma collègue Marine, et ensuite il y a Ciel qui est arrivé, et je pense que la présence de Marine a pas mal facilité l'installation dans le poste de Ciel. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais. Par rapport justement à mon expérience du Crézerc, j'avais envie de vous partager des choses. Ça me donne plutôt le sourire de parler de cette expérience-là. Alors c'est du coup dans le centre de réhabilitation psychosociale, là, qui est un centre ambulatoire. On fait des consultations uniquement, et puis des groupes d'éducation thérapeutique, de remédiation cognitive. Et puis il y a des accompagnements individuels ou en groupe par les collègues père aidantes. Voilà, et en fait, ce qui a été très fort pour moi, et je pense pour nous, plusieurs personnes dans l'équipe, ça a été à la fois la rencontre avec Marine en premier, qui est médiatrice de Santé Père. Voilà, la rencontre humaine de la personne, et aussi qu'elle arrive avec ses clés de rétablissement. Parce que pour moi, l'intérêt de la père aidante, c'est à la fois la personne qui incarne quelqu'un qui a vécu des troubles et qui est en voie de rétablissement, sur un parcours de rétablissement, et donc qui peut
qui peut donner de l'espoir, tout simplement, l'identification, etc. Mais c'est aussi quand même le partage de ces clés de rétablissement. En tout cas pour Marine, pour nous, ça a été très fort. Et ça a été, elle, c'est son prérequis, sa demande, en tout cas, avant d'arriver dans l'unité, c'est qu'on soit un peu acculturé à ce qui a fait partie de ces clés de rétablissement, et notamment la communication non violente. Donc il y a une formation dans l'unité. Moi, j'y étais pas encore, j'étais interne dans une autre unité à ce moment-là. Et en tout cas, Marine a aussi installé des temps pour faire vivre ce type de communication, soit des temps individuels entre membres de l'équipe, ou même maintenant des temps collectifs dans l'unité. Et ça a vraiment été quelque chose qui, je pense, a beaucoup pris soin de chaque professionnel de l'unité. Déjà avec soi, quoi. Déjà, même sur le plan personnel, moi, ça a pas mal changé de choses pour moi. J'ai découvert la communication non violente, j'ai offert des BD à toute ma famille. Dans l'idée de pouvoir prendre soin de soi et des autres. Et voilà, c'est un peu ce qui s'est passé dans l'unité. Et puis, cette communication non violente, ça nous a fait du bien à nous. Et je pense que du coup, un peu par un effet de ruissellement, ça prend soin aussi de la relation qu'on peut avoir avec les soignés. C'est aussi, pour moi, la présence d'un père aidant ou d'une père aidante dans une unité, ça a de l'impact sur les soignés, rien que par leur présence, parce que ça interroge sur comment on parle des personnes concernées, comment on parle des pathologies. Je pense qu'à certains moments, on ne se rend pas compte qu'on peut être dans des jugements, en fait. Et ça, à mon avis, c'est pas aidant. C'est peut-être aidant pour les soignants, peut-être ça permet de souffler, de rentrer dans la salle de soins et de dire oh là là, celui-là, ou oh là là, celle-là, j'en sais rien. Mais je pense pas que ce soit forcément justifié ni aidant pour les soignés. Voilà, donc globalement, ça a été une expérience vraiment formidable. Pour moi, c'est vraiment, vraiment super chouette de travailler avec des pères aidantes. Ça fait même partie des raisons qui font que je travaille dans cette unité-là. Après, je pense qu'il y a aussi peut-être des choses qui ont été plus difficiles. Peut-être parfois soit dans la posture ou parfois peut-être si un père aidant ou une père aidante allait moins bien. Et en fait, je me rends compte qu'à chaque fois, il y a eu la possibilité d'inventer, d'être créatif et d'inventer la manière de s'adapter pour que ça se passe au mieux, en fait. Et alors je pense qu'il y a plusieurs clés pour ça. Il y a besoin de plusieurs choses. Il y a besoin de temps, il y a besoin de personnes qui sont réactives. C'est que la responsable d'unité, elle est assez, elle est présente, elle est réactive. Donc le temps, ça c'est sûr, il y a besoin de temps, notamment comme je vous parlais tout à l'heure, les temps de lien, ça peut être quelque chose qui peut être demandé par quelqu'un qui en a besoin dans l'unité. On a aussi commencé à faire des plans de crise, plans de soutien pour chaque personne, pour chaque professionnel de l'unité. Enfin, voilà, je dirais qu'à chaque fois qu'il y a eu un souci, quelque chose qui pouvait être compliqué, et ça nous a demandé d'être créatifs et d'inventer une nouvelle manière de faire, un peu comme on fait tout le temps dans une unité. Globalement, quoi, quand on voit qu'il y a quelque chose qui va pas, on essaye de s'ajuster. Et je dirais que c'est peut-être ça un des ingrédients quand même nécessaires pour que ça puisse bien se passer, à mon avis. Donc, globalement, en gros, pour parler du savoir expérientiel et du savoir clinique, je disais tout à l'heure, pour moi, à mon avis, ils sont complémentaires. Pour moi, le savoir expérientiel, c'est le savoir lié au vécu d'un trouble, et donc déjà en soi,
c'est le fait de pouvoir dire. Et qui est pour moi déjà hyper important. Et puis après, le savoir lié, en plus du savoir lié au vécu des troubles, c'est le savoir lié au rétablissement. Donc propre à chaque personne forcément. Mais c'est quand même pour les personnes soignées, de voir un père aidant, c'est la possibilité du rétablissement. C'est l'existence du rétablissement qui est offerte à la personne soignée. Voilà, et puis après, comme je disais tout à l'heure, les clés du rétablissement apportées par Marine Essiel, par exemple, là, autour de la communication non violente. Je pense aussi les accompagnements individuels qui sont très différents, à mon avis, des accompagnements par les soignants. C'est pas la même temporalité, c'est pas les mêmes objectifs. Je pense que parfois on oublie peut-être que nos interrogatoires médicaux ou infirmiers, même avec plein de bienveillance et de bonne volonté, je pense que ce qui peuvent être parfois difficiles à vivre. Et là, par exemple, Marine, en entretien individuel, je pense qu'elle est totalement détachée de ce regard-là. Je pense qu'elle n'a pas besoin de remplir un questionnaire ou de cocher des cases comme les soignants. Et ça, à mon avis, ça apporte vraiment quelque chose d'autre à la personne accompagnée. Et aussi, je dirais que l'autre intérêt, qui est une personne qui a vécu un parcours de rétablissement, c'est aussi le réseau, les associations, le lien avec ce qui a pu l'aider, ce qui a pu les aider. Voilà, ça pour moi c'est aussi hyper important parce que soignants, on n'a pas forcément ces réseaux-là. Donc pour moi, la légitimité de la paire aidance, elle est évidemment présente, évidemment reconnue. Après, ça demande, à mon avis, de l'adaptation, de la communication. Et puis, les inquiétudes liées à l'arrivée d'un père aidant, elles sont peut-être parfois justifiées. Et je pense que le point de vigilance principal, c'est vraiment la préparation avant l'arrivée d'un père aidant, d'une père aidante dans une équipe et l'ajustement. Voilà pour moi, je vous souhaite une bonne suite de webinaires. J'espère que ça a pu nourrir des idées, des pensées et que vous allez pouvoir discuter autour de ça chaleureusement. À bientôt!